Bonjour et bienvenue sur Topo TV. Nous nous trouvons actuellement devant le bureau de Monsieur Yves Lukiger, recteur de l'Université de Genève. Il nous a gentiment accordé une interview afin de revenir sur son mandat de recteur et son parcours académique. J'avais fait le choix effectivement de faire des études d'économie et de sociologie parce que ce qui m'avait motivé comme jeune étudiant, c'était vraiment le fait de pouvoir mieux comprendre le monde dans lequel on vivait. Et j'avais le sentiment que la sociologie, les relations sociales, l'économie qui est aussi un peu un fondement de ces sociétés, des relations sociales qu'on peut tisser, étaient vraiment des composantes importantes de cette volonté de comprendre le monde. J'ai fait ensuite une thèse en économie, puis ensuite après la fin de ma thèse, comme beaucoup de personnes qui terminent un doctorat, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Angleterre, à Oxford, puis ensuite à Cambridge ou à Boston pour l'université de Harvard. Et ensuite, je suis revenu comme maître assistant. J'ai été nommé prof donc en 1992 exactement. Je crois que c'était un étudiant qui était précisément, comme j'ai dit tout à l'heure, très, très préoccupé par les questions d'inégalité, très préoccupé par des questions à l'époque qui étaient liées aux dictatures qui existaient encore en Europe, que ce soit au Portugal, en Grèce, en Espagne, puis surtout en Amérique latine. Et ce sont des choses qui ont beaucoup marqué mon parcours d'étudiant. Et j'aimerais aussi mentionner le fait que c'est à cette époque-là que l'étudiant en géographie, Alexei Jacquard, a été enlevé en Amérique latine, qu'il a disparu. Et je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui, on a pu inaugurer ce mural Alexei Jacquard qui se trouve aujourd'hui à Unimail. Je me permets de creuser un peu plus. Est-ce que vous étiez un étudiant modèle ou est-ce que vous aussi vous procrastiniez? Alors effectivement, c'était aussi un peu une période différente hein, quand on n'assistait pas aux cours, on n'avait pas les cours enregistrés en ligne, donc on devait s'arranger avec nos collègues d'études. Comme je faisais un peu deux cursus de formation parallèles, c'est vrai que j'ai eu un souvenir quand même d'avoir été consulté la conseillère académique, conseillère aux études de l'époque. Elle m'avait dit, écoutez, monsieur Fluguière, ne faites pas deux cursus de formation, vous n'y arriverez pas. Et c'est vrai que j'étais sorti en me disant, mais je vais lui montrer que je peux y arriver. Mais donc du coup, comme c'était deux cursus de formation parallèles, j'avoue que j'ai dû faire des choix parfois entre deux cours et que j'ai passablement manqué des cours dans une des deux filières, mais je m'arrangeais pour essayer de récupérer les cours et puis de préparer un peu parfois aussi à la dernière minute, ça a plutôt bien fonctionné. Puis en même temps, effectivement, j'ai toujours souhaité pouvoir gagner ma vie assez tôt de manière indépendante. Pas les parents qui avaient des revenus extrêmement élevés, ce sont des personnes qui n'ont pas fait d'études universitaires, donc c'était, je crois, assez fier que leur fils puisse aller à l'université. Mais j'avais vraiment pour rendre ce qu'il m'avait donné, de pouvoir me dire je vais être un peu indépendant financièrement. Donc je faisais des remplacements au cycle, au collège. C'était une époque où on pouvait faire des remplacements de latin, même si ça faisait pas mal de temps que j'avais plus fait de latin. Je faisais des remplacements en géographie, même si j'étais pas étudiant en géographie. Je faisais des remplacements en allemand, en anglais. Enfin, j'ai fait beaucoup de remplacements. Et j'ai une petite anecdote si ça vous intéresse. Un jour, un samedi matin, on me téléphone, on me dit, monsieur Flukiger, il y a 4 heures de remplacement en biologie qu'on aimerait vous proposer. 4 heures, c'était quand même si c'était un samedi matin, donc vous imaginez le vendredi soir, vous n'êtes pas couché très tôt. Le samedi matin, on vous réveille dans un premier temps, on dit non, mince, encore un remplaçant. Mais 4 heures, c'était suffisamment attractif pour que je dise d'accord, mais vous attendez quoi de ma part? Puis on m'a dit, écoutez, c'est une dissection de truite. Et j'avais jamais fait de ma vie une dissection de truite, mais j'ai dit, voilà, un défi supplémentaire, je vais y aller. Et j'arrive devant la classe de jeunes qui étaient, je ne sais plus si c'était en 7e ou 8e année du cycle d'orientation à l'époque, et ils étaient assez bienveillants avec moi. Je commence la dissection de truite et j'ouvre la truite par le ventre, ce qui est une catastrophe, parce que tous les organes ont commencé à éclater les uns après les autres, et je voyais ça, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur dire sur ces organes qui avaient éclaté? Et puis une élève qui lève la main et dit, monsieur, si jamais il y a une planche de dissection dans notre livre, vous voulez que je vous la prête? Et puis je dis, écoutez, volontiers. Je me suis rendu compte qu'on dissèque une truite par l'épine dorsale, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais par le haut. Et en fait, c'est beaucoup plus facile parce que ça préserve complètement les organes qu'on voulait justement montrer. Et donc j'ai refait une deuxième dissection en disant, voilà, il y a 2 méthodes de dissection. Une très compliquée, c'est par le bas. Une plus conforme aux normes, c'est par le haut. Et après, à 4e heure, je pense qu'il y a des élèves qui ont dû se dire,
Ouais, ce gars-là, c'est un biologiste qui a fait des dissections de truites pendant toute sa vie, quoi. Donc, Alors de façon un peu plus générale, pour vous, quelles sont les valeurs que doit défendre l'université? écoutez, je crois qu'effectivement, les valeurs sont celles de la Genève internationale, des valeurs humanistes qui sont extrêmement importantes à rappeler toujours, les valeurs d'autonomie aussi d'une institution qui doit pouvoir préserver effectivement cette liberté académique qui est dans de très nombreux pays aujourd'hui malheureusement attaquée. Ce sont ces valeurs qu'il nous faut toujours porter au fronton de notre institution, des valeurs d'engagement, des valeurs d'éthique, et puis effectivement de pouvoir rendre à la cité aussi ce qu'elle nous offre. Le contribuable genevois a quand même une subvention qui est attribuée à l'Université de Genève, que j'en ai 380 millions, il y a une subvention fédérale de près de 200 millions. Donc nous sommes responsables à leur égard, ça veut dire répondre aux défis que la société doit affronter. C'est des défis climatiques qui sont des réponses, enfin qui sont des questions que votre génération pose à très juste titre. Il faut vraiment que l'on mobilise toutes nos forces de chercheurs, de chercheuses, d'enseignement pour pouvoir répondre à ces défis, d'être aussi très exemplaires en tant qu'institution par rapport à ces défis climatiques. Il y a toute la question effectivement aussi de la transition énergétique, il y a des défis numériques et c'est des défis qui ne peuvent être abordés que de manière pluridisciplinaire. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'une des grandes forces de l'Université de Genève, c'est sa polyvalence, c'est la conjonction de ces différentes facultés qui peuvent permettre effectivement de faire en sorte qu'on parvienne à répondre à ces défis de la société. Vous l'avez vécu malheureusement la période de Covid aussi, on a une période difficile. Vous, comme étudiante et étudiant, vous avez vécu une période très compliquée. Moi, j'ai toujours tendance à dire, vous avez non seulement acquis vos diplômes, mais vous avez acquis plus que ça, une expérience qui était difficile à traverser, mais que vous avez su surmonter. Précisément, les sciences humaines et sociales sont extrêmement importantes dans tous ces défis. Si on ne met pas justement les sciences humaines et sociales aussi au front par rapport à ces questions-là, on va rater nos missions. Après, à quel moment est-ce que vous êtes dit je pourrais devenir recteur de l'Université de Genève? Comment est-ce que ça s'est fait? À quel moment vous êtes imaginé dans ce rôle-là? Alors, en fait, j'avais vraiment jamais imaginé de devenir recteur de l'Université de Genève. J'avais un groupe de recherche, je travaillais beaucoup sur des mandats dans le domaine des politiques sociales, dans le domaine de l'économie et de la sociologie quelque part. Parce que quand vous travaillez sur l'assurance chômage, quand vous travaillez sur les politiques sociales, d'aide sociale, vous êtes vraiment aux confins entre l'économie et la sociologie. Et on avait un groupe de recherche qui fonctionnait vraiment très bien. On avait créé un observatoire de l'emploi à l'Université de Genève qui me motivait énormément. J'adorais l'enseignement, à dire vrai. J'aimais beaucoup le contact avec les étudiants. Et j'aurais jamais imaginé devenir recteur. C'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête en me disant il faut qu'un jour ou l'autre j'y arrive. Ce qui a changé un peu la donne, ça a été en 2007. Vous ne l'avez pas vécu, mais moi je l'ai vécu de manière assez douloureuse. Il y a eu pas mal de turbulences à l'Université de Genève qui avaient entraîné à l'époque la démission du rectorat de l'époque. Et il y avait beaucoup, pratiquement tous les jours, je me levais et je lisais la tribune avec une nouvelle affaire à l'Université de Genève. Et ça me bouleversait énormément parce qu'il y a des gens que je croisais dans la rue puis qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe à l'université, toi aussi. Puis vraiment, je me suis vraiment senti très mal. C'est une période où j'étais pas bien du tout parce que j'avais l'impression que cette université était une magnifique institution et qu'elle n'était pas traitée correctement dans la presse, dans les médias. Et puis après, vous savez, ça se diffuse très rapidement. Et il était même question d'aller chercher sous d'autres cieux un recteur ou une rectrice qui pourrait reprendre l'université de Genève. C'est à cette époque où Jean-Dominique Vassali, qui est devenu ensuite recteur, est venu me voir en me disant mais Yves, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment très douloureux pour moi, je le vis très mal. Puis je lui ai dit écoute, j'ai le même sentiment, mais il m'a dit peut-être qu'il faut qu'on se mobilise pour remplir cette fonction. Donc c'était pas du tout un objectif d'accéder au pouvoir, si on peut vraiment le dire ainsi. C'était vraiment de me dire mais cette université m'a donné une chance extraordinaire, c'est d'être étudiant tout d'abord, de m'avoir nommé professeur. Et je me dis mais quelque part on devait rendre à cette université ce qu'elle m'avait donné. Et c'est dans cet esprit que j'ai été au rectorat. C'était plutôt pour moi une parenthèse. Je me disais, mais essayons de faire en sorte qu'avec Jean-Dominique, on arrive à passer ce cap, et avec l'équipe du rectorat, à passer ce cap et à restaurer une confiance qui était très, très largement tachée. Et ça, c'était ça qui m'a vraiment motivé à venir. Puis après, j'ai fait une deuxième période de vice-recteur. Et puis après, ensuite, effectivement, je me suis dit, bon, voilà, j'ai eu cet investissement. Il y a encore des choses à faire dans le domaine de l'interdisciplinarité. Il y avait beaucoup d'enjeux qui me paraissaient mériter que je puisse encore éventuellement continuer. Et c'est la raison pour laquelle je suis postulé comme recteur en 2015. Et voilà.